Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, gagnant-gagnant. Davantage d'éthique. La clameur pour davantage d'éthique dans le monde s'amplifie de jour en jour. Les connaissances scientifiques et technologiques ont fait des bonds gigantesques au cours des dernières décennies. Les progrès industriels en matière de nanotechnologie, biotechnologie, microélectronique, informatique, robotique, communication, génétique et tant d'autres ont élargi les possibilités d'offrir une vie décente aux 7 000 millions d'habitants de la planète. Pourtant, ce n'est pas le cas, les drames humains sont immenses. 1 000 millions de personnes souffrent de la faim, 900 millions n'ont pas d'eau potable, 2 600 millions ne disposent pas d'une installation sanitaire, 1 400 millions sont privés d'électricité. Loi 22/1/2013 signale qu'un pic de chômage a été atteint. 197 millions de personnes n'ont pas de travail et 39 millions se sont retirés du marché du travail face à l'impossibilité de trouver un emploi. Les jeunes sont les plus touchés, avec un taux mondial de chômage de l'ordre de 12,6% et qui, dans certains pays européens, dépasse 50%. Les citoyens ont pris conscience qu'une partie importante du déséquilibre entre les progrès considérables de la science et de la technologie et la vie quotidienne n'est pas sans rapport avec les vides éthiques. Ils exigent de manière de plus en plus insistante que les leaders politiques donnent l'exemple de l'éthique, que les politiques publiques accordent une attention prioritaire aux drames humains, que soit éradiquée la corruption, qu'il y ait davantage de transparence. Mais aujourd'hui, ils ne demandent pas seulement de l'éthique aux hommes politiques et au gouvernement, mais ils la demandent de manière croissante à un acteur fondamental du système économique mondial actuel, l'entreprise. Les raisons sont très claires. Le pouvoir des grandes entreprises au sein de l'économie a considérablement augmenté. Un processus de concentration a conduit un groupe restreint d'entre elles à exercer une influence énorme sur le fonctionnement des marchés et de l'économie. On estime que moins de 1000 entreprises possèdent actuellement la moitié des actions sur les marchés mondiaux, ECL 2013. Fortes de ces niveaux de pouvoir économique et de la gestion d'une grande partie des technologies de pointe, leurs décisions sont capitales pour la population et ont une incidence quotidienne sur les conditions de vie de vastes secteurs de l'humanité. Si ces décisions répondent à des critères de responsabilité collective et d'action éthique, les conséquences ne seront pas les mêmes que si leur seul but est de maximiser les profits à court terme. Déjà en 1759, Adam Smith signalait le fort potentiel des marchés et ajoutait que pour être efficace et ne pas devenir nuisible, ceux-ci devaient appliquer des valeurs éthiques telles que prudence, humanité, justice, générosité et esprit public. Friedman s'est trompé. Le débat latent sur l'éthique des entreprises a été contrecarré par des thèses comme celle de Milton Friedman, qui, dans un article intitulé « La responsabilité sociale des entreprises est d'accroître leurs profits » 1970, a déclaré que ce débat était hors de propos et que les entreprises n'avaient aucun compte à rendre si ce n'est celui de dégager des bénéfices. Will George, un éminent et respecté dirigeant d'entreprise titulaire de la chaire de pratique de gestion à la Harvard Business School, souligne à ce propos 2013, Friedman a excommunié les patrons qui se seraient préoccupés de leurs employés, de la communauté et de l'environnement. Ces théories ont eu une influence considérable sur des générations d'économistes et de dirigeants d'entreprises qui ont adopté sa philosophie. Friedman était le pape de l'école de Chicago et ses disciples ont bénéficié d'une grande influence. Ces idées ont contribué à repousser un débat qui, finalement, devait éclater lors des faillites des années 2000 et de la crise de 2008 et 2009, laquelle, avec son épicentre à Wall Street, entraîna toute l'économie mondiale et ses conséquences sont toujours d'actualité. George explique le divorce entre ces thèses et la réalité. L'influence de Friedman grandissait, tandis que s'imposait le marché des actions à court terme, leur temps de détention passant de 8 ans à 6 mois. La spéculation, encouragée par les dérégulations de la période Bush, augmentait de façon exponentielle. Immergé au sein du monde de l'entreprise, ce fin observateur écrit. Malheureusement, la course au profit à court terme entraîna la destruction de nombreuses grandes compagnies comme General Motors et Sears, et les faillites de Enron, WorldCom, Kmart et Kodak, ce qui obligea plus d'une centaine d'entre elles à réviser leur bilan financier en 2003-2004 au moyen d'une comptabilité discutable.
Ces problèmes furent bénins par rapport à la chute, en 2008, d'entreprises financières majeures comme Fannie Mae, Bear Stearns, Lehman Brothers, Countrywide, Citigroup et tant d'autres, lorsque des institutions financières surdimensionnées s'effondrèrent en cherchant à maximiser la valeur de leurs actions. Car la pression de Wall Street sur les corporations pour augmenter les prix à court terme de leurs actions eut un effet boomerang, détruisant un grand nombre de ces mêmes entreprises financières. Ces processus n'auraient pas connu cette évolution s'il y avait eu des mécanismes sérieux de contrôle de l'éthique des participants, car l'éthique aurait eu alors un poids réel dans leurs décisions. Les conséquences furent néfastes aussi bien pour les personnes que pour l'économie. Des millions d'emplois furent détruits, aux États-Unis et dans le monde entier, et l'économie mondiale s'enfonça dans une période de récession dont elle n'est toujours pas sortie. Par ailleurs, la confiance envers les entreprises et les dirigeants d'entreprises financières et d'autres secteurs s'effondra. Souvent ces derniers s'enrichirent personnellement, grâce aux manœuvres spéculatives qu'ils avaient eux-mêmes condamnées. Un exemple qui en illustre bien d'autres est celui du président de Lehman Brothers, obligé de comparaître devant le Congrès des États-Unis en 2008. Il avait mené à la faillite la troisième banque mondiale, aux 158 ans d'existence, et dans le même temps gagné des sommes exorbitantes. Ces rémunérations étaient liées aux gains à court terme de la banque. Il avait rempli celle-ci d'hypothèques toxiques et de dérivés sans base patrimoniale. Il accrut ses profits personnels et détruisit l'entreprise. Le président de la commission du Congrès, Henry Waxman, lui demanda « Is it fair ? Est-ce équitable ?» Christophe, prix Pulitzer, écrivit dans le New York Times 17/9/2008 un article intitulé « Avez-vous besoin d'un emploi à $17 000 de l'heure ? Pas besoin d'être performant. » C'est le salaire que recevait Waxman. Le président Obama a dénoncé une culture entrepreneuriale qui a fait preuve d'une cupidité effrénée. Tabac et armes. Le débat sur l'éthique de l'entreprise ne s'adresse pas seulement au secteur financier. Le New England Journal of Medicine publia 29/1/13 les résultats d'une étude du Centre de prévention et de contrôle des maladies aux États-Unis sur 200 000 fumeurs de ce pays. Elle parvint à la conclusion que les personnes qui fument sur une longue durée perdent rien moins que 10 ans de vie. Une enquête du gouvernement britannique, Scapiner, The Financial Times, 17/5/12, signale que la plupart des décès suite à un cancer de la trachée, des poumons, des bronches ou de l'œsophage sont dus au tabagisme. La moitié des consommateurs réguliers de cigarettes qui, selon l'Atlas du tabac, contiennent de l'arsenic, du DDT et du plomb, vont mourir d'une maladie liée au tabac. La PDG de l'Imperial Tobacco a affirmé, face aux nouvelles réglementations gouvernementales, que leur but n'était pas d'améliorer la santé mais d'entraver les entreprises. Ce n'est plus une affaire qui concerne l'industrie du tabac, mais le rôle du gouvernement. Elle allégua qu'elle défendait le droit des personnes à choisir, argument fréquemment utilisé par les porte-paroles de l'industrie du tabac. Les études, en revanche, montrent que le soi-disant droit du libre choix n'en est pas un. Selon l'enquête britannique, la consommation débute très tôt chez les adolescents, avant qu'ils n'aient la possibilité d'être complètement informés pour décider. 39% commencent avant l'âge de 16 ans. Les 3/4 d'entre eux ont en outre affirmé qu'ils avaient essayé d'arrêter de fumer, mais que c'était loin d'être simple, la nicotine étant addictive. Dans un domaine différent, l'industrie des armes et leur vente font l'objet d'une polémique éthique intense aux États-Unis. L'assassin des 20 enfants et 6 maîtresses dans une école maternelle du Newcombe en janvier 2013 s'est servi d'un fusil semi-automatique de 123 Bushmaster qui lui a permis de tirer une trentaine de balles sans recharger. Si sa vente avait été interdite et que seules les armes à chargeur limité ou les armes légères étaient autorisées, il lui aurait été impossible de tuer toutes ces personnes car on l'aurait arrêté pendant qu'il rechargeait. Ces fusils sont en vente libre. Le sénateur démocrate Christopher S. Murphy souligne, 19/2/13, que beaucoup de parents pensent que si l'assassin avait dû recharger des cartouches 9 fois au lieu de 2, plusieurs enfants seraient aujourd'hui probablement toujours en vie. L'arme que l'assassin a utilisée est fabriquée, comme d'autres armes sophistiquées, par le Freedom Group, entreprise contrôlée par un fonds d'investissement leader sur le marché. 300 millions d'armes circulent aux États-Unis. Selon le Centre de prévention et de contrôle des maladies, il y a 11,1 homicides par an dans le pays.
La détention d'armes par les particuliers accroît, d'après Emmanuel Harvard, de 2 à 4 fois le risque de suicide. 19 000 suicides par arme à feu sont annuellement recensés. Dans les jours qui ont suivi le massacre, la firme Nova Fire annonçait « Acheter avant qu'Obama ne supprime tous nos droits ». Les ventes de cette firme pour l'année précédant la tuerie se situaient autour de 30 000 millions de dollars. L'entreprise use de stratégies publicitaires destinées à encourager les enfants à acheter des armes de plus en plus tôt. Les implications éthiques de ces deux industries, cigarettes et armes, sont claires. Ce ne sont pas les seules. La demande d'éthique aux entreprises et aux grands patrons va au-delà du simple respect des lois. Souvent, les décisions sont prises dans une zone grise. On connaît le cas d'un laboratoire mondial de première importance qui vendait un produit phare pour soulager l'arthrite. Ce médicament avait été approuvé par les vérificateurs, mais quand il commença à être prescrit, le laboratoire sut très vite qu'il augmentait considérablement le risque cardiaque. Il dissimula l'information et continua à le vendre. Le laboratoire prit sa décision dans la zone grise. Il n'y avait pas de manquement à la loi, mais à la morale. Il doit répondre aujourd'hui à des milliers de réclamations. Le programme éthique, si on analyse les responsabilités d'une institution centrale de la société comme l'entreprise, est très vaste. Il comprend bien entendu des sujets tels que la manière de traiter les propres employés, la relation avec le consommateur, la transparence, l'environnement, etc. Est-ce cela attaquer la libre entreprise? Michael Porter, Harvard, tout comme Bill George, Warren Buffett et beaucoup d'autres, pensent au contraire que pour ne pas avoir intégré ce programme, la légitimité de l'entreprise se trouve réduite et qu'en l'appliquant, elle améliore son rendement, l'état d'esprit et la productivité de ses employés, sa compétitivité et sa soutenabilité à long terme. La RSE n'est pas monnaie courante. La RSE, c'est du gagnant-gagnant. L'entreprise est gagnante, la communauté est gagnante, le développement durable est gagnant. L'entrepreneur également, en créant de la valeur sociale ou valeur partagée, il améliorera non seulement son niveau d'activité mais aussi, selon de nombreuses études, Harvard, Université hébraïque de Jérusalem, sa propre santé. Friedman disait que la responsabilité sociale de l'entreprise, RSE, était du socialisme à l'état pur. Il y a ceux qui en contestent la valeur et ne voient en elle qu'une simple manœuvre capitaliste. La réalité est en train de démontrer que le fait de lutter pour une société meilleure a une incidence quotidienne sur les conditions de vie élémentaires. Ainsi, le combat contre les lobbies de l'industrie du tabac a réduit considérablement la consommation de cigarettes aux États-Unis et a sauvé de nombreuses vies. La remise en question actuelle de l'industrie alimentaire de restauration rapide, responsable de l'obésité, est en train d'aboutir à des réglementations légales, inconcevables il n'y a pas si longtemps. La RSE peut être une opération de marketing, mais elle peut aussi devenir une politique d'entreprise. Cela dépend de ce que le débat démocratique décidera d'en faire. Plus l'opinion publique sera demandeuse d'éthique, les consommateurs choisissant de manière responsable, les petits actionnaires surveillant leurs droits, les médias exposant clairement et discutant les décisions patronales et les hauts dirigeants donnant l'exemple, plus les avancées seront importantes. Cela encouragera le développement de politiques publiques de régulation, garantes de l'intérêt public, conduira au rejet de celles qui poussent à la spéculation aux dépens de la population, et incitera les entreprises à intégrer concrètement la RSE à leur politique de gestion. La RSE n'est pas monnaie courante. La Norvège et la Suède sont les leaders mondiaux en RSE, laquelle profite à leur société et à leurs entreprises. Ces deux pays sont, grâce à elles, les premiers en matière de développement humain, d'environnement, de suppression de la discrimination de genre, d'éradication de la pauvreté. Leur réussite dans ce domaine est liée à la régulation. Les entreprises doivent par exemple publier des bilans sociaux, mais aussi à l'éducation, à une culture en faveur des valeurs éthiques, et à une société qui a fixé des standards éthiques très exigeants à ses entreprises et à leurs dirigeants. Pourquoi cet ouvrage ? En Amérique latine, le chemin à parcourir est encore long. D'importants efforts ont été accomplis dans différents domaines, mais la dissociation entreprise-environnement de Friedman continue à exercer une grande influence, de même que le raisonnement du court terme.
En même temps que des initiatives entrepreneuriales significatives, un vigoureux mouvement a surgi dans les universités, destiné à former les nouvelles générations de dirigeants en la matière. Ont été créés également le réseau latino-américain des universités en faveur de la RSE, comprenant 250 universités dans 23 pays, et le réseau latino-américain pour l'entrepreneuriat social, fort d'une centaine d'universités dans 15 pays. Ce livre s'inscrit dans la lutte pour placer les grands thèmes éthiques au cœur des débats économiques de la région, et promouvoir ainsi de nouvelles politiques publiques en faveur de l'insertion universelle et d'un changement dans le comportement des acteurs. Le programme éthique a été complètement écarté par des écoles de pensée comme celle de Friedman et ses suiveurs, et par des intérêts qui ne souhaitent pas que leurs pratiques soient confrontées à l'éthique. L'auteur a travaillé intensément ces dernières décennies, en collaboration avec des leaders politiques, des dirigeants d'entreprises à haute conscience sociale, des syndicats ouvriers, des coopératives, des doyens d'université, des professeurs, des étudiants, des ONG, des organisations religieuses et civiles de toutes sortes et des citoyens de nombreux pays de la région, pour que l'exigence d'éthique obtienne des réponses du monde de l'entreprise. Il s'est senti très stimulé par le grand intérêt que lui ont toujours manifesté les nombreuses audiences à travers le continent, ainsi qu'à l'extérieur. Cet ouvrage souhaite contribuer à ce débat qui n'admet plus d'ajournement. Il présente, dans ses différents chapitres, la RSE, décrit les forces historiques qui l'ont fait progresser, explique pourquoi elle est bénéfique aussi bien aux entreprises irresponsables qu'aux entreprises responsables, et expose ses possibilités d'action, la formation de ses futurs dirigeants et ses perspectives d'avenir. La RSE n'est pas une invention de quelques illuminés. Elle plonge ses racines dans la conscience morale de l'humanité. La Bible elle-même mentionne l'idée de la responsabilité sociale de la propriété. La RSE ne résoudra pas à elle seule les grands problèmes humains et sociaux actuels. Il est essentiel que les politiques publiques en faveur des personnes en tiennent compte, mais l'absence de responsabilité patronale peut être un sérieux obstacle comme à l'inverse, un allié extraordinaire. En fait, nous avons perdu beaucoup de temps à discuter si le sujet existe. Il est temps à présent de l'exploiter à fond et d'agir. Première partie, discussion sur la responsabilité sociale de l'entreprise RSE. Certaines choses matérielles rendent ma vie très agréable, d'autres non. Il arrive que trop souvent, une grande abondance de biens finisse par asservir son propriétaire. Warren Buffett, l'investisseur le plus prospère de Wall Street, dans sa lettre invitant les 500 premiers multimillionnaires de la planète à faire don de la moitié de leur fortune pour des causes d'intérêt public, 2011. Chapitre 1 : Pourquoi la RSE progresse-t-elle ? La perte de légitimité. Le Forum de Davos 2012 a réuni 2700 parmi les plus riches entrepreneurs de la planète. Le président du forum, Klaus Schwab, les a reçus avec une déclaration qui aurait semblé impensable au moment de sa création, il y a 10 ans. Le capitalisme dans sa forme actuelle n'est plus adapté au monde. Nous n'avons pas su tirer les leçons de la crise de 2009. Une transformation globale est urgente, et elle doit commencer par l'application d'un sens de responsabilité sociale nouveau. Le débat est très vif parmi les dirigeants des grandes entreprises mondiales sur le fait de savoir si c'est à eux de changer, ou si, au contraire, ce sont les gouvernements ou l'opinion publique qui les harcèlent. En 2010, le président de l'un des fonds d'investissement les plus importants, répondant aux accusations d'Obama sur le rôle de certains dirigeants au moment de la crise, a parlé d'une guerre du président contre les patrons comparable à l'invasion de la Pologne par Hitler. The Economist 28/12, très écouté dans les milieux patronaux, dit ceci. Les dirigeants des fonds d'investissement doivent espérer que leurs opinions ne seront pas révélées, car une mauvaise publicité est la dernière chose dont le secteur a besoin. Face aux épisodes répétés d'irresponsabilité patronale, l'opinion est très sensible. C'est ainsi que l'entend le président du fonds leader d'investissement PIMCO, Mohamed El-Erran. Il a déclaré au New York Times, Christophe 27-10-11, qu'il sympathisait avec le mouvement Occupy Wall Street alors dans les rues car le système capitaliste doit aller vers un capitalisme d'insertion, créer davantage d'emplois et en finir avec les inégalités excessives. Vous ne pouvez pas avoir une belle maison au sein d'un quartier qui se détériore rapidement.
La crédibilité et le fonctionnement équitable du quartier sont très importants. Sans cela, tout le système capitaliste ne cessera de s'affaiblir. Un bain de réalisme. Michael Porté, économiste rigoureux, met en garde avec Mark R. Kramer, dans un article qui a suscité un vif intérêt dans le milieu de l'entreprise, publié par la Harvard Business Review janvier-février 2011. Le système capitaliste est assiégé. Au cours des dernières années, les entreprises ont été de plus en plus souvent considérées comme la cause des problèmes sociaux, environnementaux et économiques. Et une grande partie de la population pense que les entreprises se sont enrichies aux dépens de la communauté. Il attire l'attention sur le fait que la légitimité des entreprises est tombée à des niveaux jamais vus auparavant dans l'histoire, et signale un problème que l'on pourrait appeler d'obsolescence conceptuelle. Il décrit le comportement de nombreuses entreprises. On continue à considérer la création de valeur de manière étriquée, optimisant le développement financier à court terme dans une bulle, laissant de côté les besoins les plus importants des clients et ignorant les effets qui déterminent le succès à long terme. Il s'interroge. Pourquoi alors les entreprises négligent-elles le bien-être de leurs clients, l'épuisement des ressources naturelles qui leur sont primordiales, la viabilité des fournisseurs indispensables, ou les difficultés économiques de la communauté au sein de laquelle elles produisent et vendent? Pourquoi pensent-elles que délocaliser leurs activités afin de payer des salaires encore plus bas est une solution soutenable pour les défis compétitifs? Il fait une proposition. La solution se trouve dans le principe de la création de valeur, qui suppose de créer de la valeur économique afin qu'elle crée aussi de la valeur pour la société, en se fondant sur ses besoins et ses défis. Les entreprises doivent allier succès corporatif et progrès social. Face à la gravité de la crise, le rapport de base du Forum de Davos 2012 proposait aux élites dirigeantes présentes. Dans les pays développés, comme en Europe occidentale, aux États-Unis et au Japon, le contrat social qui était considéré comme allant de soi risque d'être détruit. Les contestations se concentrent de plus en plus sur le rôle concret des entreprises et particulièrement des groupes financiers. Tout est matière à débat. La manière de procéder, le manque de transparence, l'application inflexible de l'optimisation des profits à court terme, la tendance à la spéculation, les rémunérations démesurées des dirigeants, les licenciements sauvages, l'action contre les syndicats. Un des points fondamentaux est le fait que certaines des plus grandes entreprises vont dans la pratique, à l'encontre même de l'un des principes du capitalisme, à savoir la relation entre les résultats et la rémunération. On pourrait supposer qu'il existe des réglementations publiques pour récompenser la bonne gestion et décourager la mauvaise. Ce n'est pas le cas. Les patrons qui ont provoqué la faillite de Lehman Brothers et de Bear Stearns, et ont failli aussi entraîner celle de Merrill Lynch et d'ASG, comme dans bien d'autres cas où des entreprises leaders depuis de longues années ont implosé, ont reçu des indemnités exorbitantes. Pour ne citer qu'un exemple parmi d'autres, le PDG de la British Petroleum Hayward gagnait en 2010, année où la firme provoqua la plus grande marée noire de l'histoire, 63 fois le salaire moyen des employés de son entreprise. En 1979, le rapport était de 19-1. Fisman, Columbia Business School, The New York Times, 16-13, signale que cela est dû à un changement culturel de l'entreprise. BP, qui était une entreprise attachée à défendre son excellence, est devenue une entreprise appliquée à réduire les coûts à tout prix. La société pétrolière anglaise l'a payé très cher. On estime que, outre les sommes considérables qu'elle a dû débourser au titre des amendes et des actions en justice, la baisse de sa réputation au sein de la corporation lui a coûté 25 000 millions de dollars, soit 14% de sa valeur sur le marché. Leber, une excellente spécialiste de ces sujets, explique. Le monde ne peut plus supporter business as usual. Notre économie globale doit faire face à des défis sans précédent tels que le changement climatique ou la myopie des marchés financiers obsédés par les profits à court terme. Dans ce milieu, l'exigence historique de responsabilité sociale entrepreneuriale progresse de jour en jour. Que renferme concrètement cette exigence? Qu'est-ce que la RSE? Un changement s'est fait jour dans la conception même de l'entreprise au cours de ces 50 dernières années, où l'on peut distinguer 3 étapes. Pendant la plupart des décennies écoulées,
la notion des entreprises égoïstes a été prédominante. La seule préoccupation de cette dernière était d'optimiser les bénéfices, et ce dans le laps de temps le plus court possible. C'était son unique responsabilité, selon le bien-fondé de la thèse défendue par Friedman depuis l'Université de Chicago, dans son article retentissant du New York Times, le 13/9/1970 et dans son œuvre. Les entreprises, disait-il, n'ont de compte à rendre à personne si ce n'est à leurs actionnaires. C'était l'étape de l'entreprise repliée sur elle-même. De nombreuses pressions historiques et sociales ont commencé à se faire sentir pour que l'entreprise abandonne cette conception étriquée, et l'idée de entreprise philanthropique a pris de l'ampleur. Les contributions des entreprises à des causes spécifiques se sont multipliées. Une évolution conceptuelle très importante s'est produite alors. L'émergence et la pression de vastes secteurs sociaux débouchèrent sur la théorie des stakeholders. L'entreprise était tenue de rendre des comptes à toutes les parties concernées dans ses activités, desquelles en définitive dépendait son succès. Ses propres employés, les consommateurs, l'opinion publique, le gouvernement, les médias, la société civile. Aujourd'hui, ces mêmes secteurs, auxquels vient s'ajouter un acteur dont l'influence ne fait que grandir, à savoir les réseaux sociaux, exigent que l'entreprise aille beaucoup plus loin. Qu'elle rompe de façon exemplaire avec les conceptions antérieures et devienne une entreprise à haute RSE. Qu'est-ce que cela signifie ? Une grande partie de la population attend de l'entreprise au minimum les pratiques suivantes. A. Une gestion du personnel qui respecte ses droits et favorise son développement. La RSE commence par soi-même. Pour que les entreprises puissent plaider en faveur de la RSE, elles doivent l'appliquer à leur propre personnel, conditions de travail décentes, rémunération juste, possibilités d'avancement et de formation. Sans oublier d'autres thèmes critiques, tels l'abandon des discriminations de genre, l'attitude négative envers les femmes enceintes et l'équilibre entre famille et entreprise. B. La transparence et la bonne gestion corporative. L'information doit être publique et continue, les petits actionnaires doivent être écoutés, les organes de direction compétents et soumis à des contrôles, les conflits d'intérêts éliminés. Un point conflictuel est celui des rémunérations des dirigeants, mentionné plus haut. C. Jouer franc jeu avec le consommateur. On attend que les produits soient de bonne qualité, les prix raisonnables, et élément décisif, qu'ils soient bons pour la santé. Il y a de gros problèmes dans ce domaine, qui vont des effets hautement nocifs de la restauration rapide, avec ses contenus de graisse ultra saturés, jusqu'aux récents et nombreux procès intentés à de grands laboratoires pharmaceutiques accusés de commercialiser des produits et des médicaments comportant de graves contre-indications. D. Protection de l'environnement. Cela revient à vouloir des entreprises non polluantes et qui collaborent également de diverses manières au programme environnemental actuel. E. Incorporation des grands thèmes sociaux. On attend de l'entreprise privée qu'elle collabore activement avec les politiques publiques, à travers des alliances stratégiques avec la société civile, dans le traitement de sujets fondamentaux pour l'intérêt collectif, comme le sont par exemple, en Amérique latine, la désertion scolaire, l'amélioration de l'éducation, la réduction de la mortalité maternelle et infantile, l'intégration des jeunes marginaux et autres problèmes similaires. L'entreprise privée, outre le fait de générer des bénéfices, peut offrir à la communauté une gestion de qualité, des circuits de marketing, des espaces sur Internet, des technologies avancées et de nombreuses technologies spécifiques. On ne demande pas qu'elle se substitue à la politique publique, mais qu'elle soit un allié créatif et durable. F. Ne pas appliquer un double code éthique. Les multinationales ne devraient pas appliquer un code de RSE dans leurs pays centraux, et un autre différent dans les pays en développement. Ce serait grave, comme cela s'est produit dans de nombreux cas, si elles appliquaient la RSE dans leur maison mère et employaient de la main-d'œuvre infantile ou polluaient l'environnement dans leurs activités extérieures. Pourquoi l'idée de RSE progresse-t-elle ? L'idée de RSE a fortement progressé ces dernières années. The Economist, par exemple, qui il n'y a pas longtemps voyait la RSE d'un œil très critique, considère qu'elle a gagné la bataille des idées, et qu'avec le temps elle sera vue simplement comme la manière de faire des affaires au XXIe siècle. Il fait le bilan de la situation, Schumpeter 19 5-12, et constate des progrès significatifs.
Aujourd'hui, elle est davantage que des phrases creuses et des conférences exotiques. La plupart des plus grandes entreprises mondiales ont des pans entiers consacrés à la RSE, et le concept est en train de se développer. Il est loin le temps où il ne s'agissait que de réputation corporative ou de toilettage vert, comme disaient les critiques. Actuellement, il s'agit d'aspects fondamentaux des entreprises tels la conception même des produits, le contrôle des chaînes de fournisseurs. Une enquête de PricewaterhouseCoopers auprès de plus de 650 présidents de conseils d'administration dans 18 pays européens a montré que 98% d'entre eux pensent que l'éthique entrepreneuriale est essentielle dans les affaires et 80% qu'il n'est plus possible d'avoir une vision restrictive des responsabilités de l'entreprise. De même, 80% considèrent que, étant donné son importance, le thème devrait être traité au plus haut niveau de l'entreprise, à savoir le conseil d'administration. Les sujets prioritaires que les conseils devraient aborder sont la gestion de l'intégrité, la définition et la défense des valeurs corporatives et la gestion des comportements peu éthiques. Plus de 7000 entreprises leaders dans 145 pays ont signé le Pacte global, lancé par l'ONU en 1999. Son objectif est de promouvoir la création d'une citoyenneté corporative conciliant les intérêts des entreprises avec les valeurs et les demandes de la société civile, des syndicats, des ONG et autres institutions. Les entreprises adhérentes s'engagent à appliquer, dans leurs stratégies et leurs actions, les 10 principes suivants. 1. Défendre et respecter la protection des droits humains. 2. Ne pas être complice des abus de droit. 3. Soutenir les principes de liberté d'association et syndicale, et le droit à la négociation collective. 4. Éliminer le travail forcé. 5. Abolir toute forme de travail infantile. 6. Abandonner la discrimination en matière d'emploi et de métier. 7. Développer la prévention face aux défis environnementaux. 8. Promouvoir la plus grande responsabilité environnementale. 9. Encourager le développement et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement. 10. Œuvrer contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion et la criminalité. Elles doivent rendre compte annuellement de leur exécution, moyennant des bilans de progrès. Si elles ne le font pas, leur adhésion peut être annulée. De nombreux pays ont approuvé le ISO 26000, qui établit les linéaments de la RSE. Toutes ces idées ont dû et doivent faire face à d'énormes résistances, mais elles progressent, stimulées par la perte de légitimité de l'entreprise égoïste traditionnelle. D'importantes forces historiques réclament un changement profond de l'entreprise privée et de son rôle. Parmi celles-ci on trouve une société civile mobilisée. Dans la lutte pour des démocraties réelles, les citoyens exigent de l'éthique aux hommes politiques mais aussi de plus en plus aux dirigeants d'entreprises. Les ONG, l'opinion publique, ont mené, dans les pays développés, de grands combats, comme par exemple la défense de la santé publique contre l'un des monopoles les plus puissants, à savoir l'industrie du tabac. Sans ces combats, les millions de décès annuels dus à la cigarette seraient encore plus nombreux. Ces luttes ont été fondamentales pour combattre le négationnisme climatique, thèse défendue par les entreprises polluantes affirmant qu'il n'y a pas de risque environnemental réel. Porter et Kramer décrivent ainsi la situation au milieu de la dernière décennie, Harvard Business Review décembre 2006. De nombreuses compagnies se sont penchées sur des questions de responsabilité sociale corporative, suite à leur surprise devant les réclamations publiques exigeant d'elles une réponse sur des sujets qu'elles ne considéraient pas comme faisant partie de leur responsabilité d'entreprise. Les laboratoires ont découvert que, bien qu'éloignés de leur marché et de leur ligne de production primaire, on attendait d'eux une réponse sur l'épidémie de sida qui dévaste l'Afrique. En outre, on rendait responsables les entreprises de restauration rapide des problèmes d'obésité et de malnutrition. La société civile a également exercé sa pression pour plus de RSE, en établissant des classements. Ainsi, entre autres, une fondation créée en 2008 classe les 20 premiers laboratoires d'après une série d'indicateurs mesurant l'accès réel offert aux pauvres à des médicaments qu'ils produisent et distribuent. Au début, certains laboratoires ne croyaient guère à ces classements. Actuellement,
19 des 20 laboratoires ont un membre de la direction ou un sous-comité dédié à surveiller l'indice. Ils ont tout à gagner à figurer en bonne position. Les petits actionnaires déçus. Les petits actionnaires sont en ébullition après la chute des grandes institutions financières de Wall Street et d'autres pays développés, représentant pour eux de lourdes pertes. Ils exigent, à travers les fonds de pension et autres organisations où ils ont placé leur argent, un changement radical des règles du jeu, où la bonne gouvernance corporative et son contrôle sont une revendication centrale. Parmi leurs doléances figurent les énormes rémunérations des hauts dirigeants, souvent fixées par eux-mêmes puisqu'ils cooptent les conseils d'administration en influant sur leur nomination, ainsi que la contradiction mentionnée plus haute entre les résultats et les appointements. Deux grandes organisations qui travaillent avec les petits actionnaires, Fidelity Worldwide Investment et l'Association des assurances de Grande-Bretagne, The New York Times, 23/1/12, font ainsi remarquer: les niveaux inappropriés de rémunération des dirigeants d'entreprise ont détruit la confiance publique et conduit à une situation où l'on constate que tous les directeurs sont surpayés. Entre autres faits similaires, l'état d'esprit des petits actionnaires et de la société s'est échauffé en Grande-Bretagne, en 2012, quand furent connues les sommes millionnaires allouées aux hauts dirigeants de la banque Barclays, malgré la chute de 30% de ses actions l'année précédente. La Royal Bank of Scotland avait annoncé, quant à elle, qu'elle allait payer au directeur de son secteur investissement une somme considérable alors qu'elle déclarait devoir licencier des milliers d'employés. Les rémunérations des dirigeants des 100 premières entreprises de Grande-Bretagne augmentèrent en moyenne de 49% en 2010, alors que les salaires des employés ne progressaient que de 2,7%. Consommateurs responsables. On trouve, en troisième lieu, le développement de la consommation responsable. Aux États-Unis, comme dans d'autres économies avancées, le consommateur vert et éthique se multiplie. On estime aux États-Unis à non moins de 110 000 millions de dollars le marché des consommateurs qui, en achetant, tiennent compte des pratiques de l'entreprise, de son action envers l'environnement et de ses niveaux de RSE. Les consommateurs sont en train de réagir dans plusieurs domaines aux diktats du marketing. Cela va de la nourriture à la mode. Ainsi a surgi face au fast-food, la restauration rapide, le slow food, la restauration lente, absolument sans danger pour la santé, savoureuse, qui prend son temps. Dans un milieu si particulier comme celui de la mode est apparu le mouvement de la mode éthique. Klein Overdressed 2013 affirme que ce mouvement est devenu si populaire que même les géants de la mode se sont vus obligés d'en tenir compte. Il raconte comment une des plus grandes marques a lancé la collection consciente de robes en coton organique, fabriquées pour toucher la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.